Bonsoir à tous, il est environ 18h30. Je démarre de toute façon cette conférence par un petit avant-propos. Vous savez que du coup c'est une conférence de l'Unipop qui vient en remplacement d'un autre rendez-vous que nous avions prévu. Et en fait, elle a pour origine un travail pédagogique effectué dans le cadre du Festival du film d'histoire de Pessac autour de l'esclavage, puisque le thème de cette année c'était le 19e siècle. En réfléchissant à la programmation du programme pédagogique, du programme scolaire, on s'est demandé quels films seraient des films intéressants à montrer aux élèves. Et il y a un film qui serait vraiment génial, ce serait un biopic sur Toussaint Louverture. Ça, ce serait un très bon film à montrer parce que ce serait un film qui prendrait une figure d'esclave comme personnage principal et qui puis pourrait raconter la Révolution française à travers le prisme de l'esclavage. C'est un film qui pourrait exister puisque Danny Glover a ce film en projet, donc c'est le héros de L'Arme fatale, notamment cet acteur, a voulu réaliser un biopic sur Toussaint Louverture depuis au moins une quinzaine d'années. Malheureusement, il a du mal à trouver des financements. Alors peut-être que la situation va changer au vu du nombre de films récents qui concernent l'esclavage. Mais c'est vrai que pendant très longtemps, le cinéma américain a eu du mal à se confronter avec cette thématique-là de son histoire. Je tiens à rappeler aussi que ma légitimité découle de ce travail de préparation au Festival du film d'histoire, mais je ne suis en aucun cas historien de l'esclavage. Et il se trouve que moi, j'ai plutôt travaillé sur l'esclavage du côté français. Donc, je me suis documenté et voilà, je tenais à m'exprimer voilà, avec beaucoup de modestie. Je ne suis pas un spécialiste. Et à remercier aussi Boris Barbieri qui m'a donné des conseils dans la préparation de cette Unipop et qui m'avait prévenu que ce serait compliqué. Effectivement, ça l'était. Pour plusieurs raisons, parce que c'est un sujet qui paraît en fait assez rapide à circonscrire en termes de film et qui finalement est immense. Euh, voilà. Et en plus, il se trouve qu'au départ, j'avais pensé à le faire sur l'esclavage côté français, mais il y a trop peu de films pour pouvoir véritablement y consacrer 1 heure et demie. Donc, en fait, je me suis penché sur la représentation de l'esclavage dans le cinéma américain, sur les questions de cinéma, pour arriver à une quinzaine de films dont je vais vous partager le PowerPoint. Euh, si ça fonctionne, voilà. Une quinzaine de films qui sont là, donc il n'y aura pas d'extrait ce soir parce que ce n'est pas possible dans le cadre de cette diffusion en ligne, mais il y aura beaucoup de photogrammes. Vous voyez, parmi ces films, il y a des œuvres qui sont très longues, donc si jamais je m'en mêle les pinceaux, que je confonds les films, n'hésitez pas à évidemment m'interrompre ou à poser des questions par le chat, je crois qu'on peut faire ça. Il y a quasiment une œuvre par décennie, et chacune d'entre elles pourrait largement mériter 1 heure et demie d'analyse à elle toute seule. Et donc, voilà, je suis désolé pour parfois les passages un peu rapides que je vais faire sur certains films qui sont pourtant des immenses films de l'histoire du cinéma, sachant que je vais me concentrer aussi beaucoup sur l'analyse des derniers films de cette liste qui sont peut-être moins connus par vous. En me posant ces questions sur la représentation de l'esclavage, j'ai identifié 5 grandes catégories de films par époque que j'ai placées sur une carte ici, alors un peu approximativement, mais comme ça vous avez une idée de où se déroulent les différents films. Donc la première catégorie, c'est le cinéma de la ségrégation, avec des clichés racistes et une grande nostalgie. Donc, c'est les films qui vous apparaissent en jaune. La deuxième catégorie, c'est le cinéma de la lutte pour les droits civiques avec une mise en scène de la décadence blanche et une affirmation identitaire. C'est les films qui apparaissent en marron. Troisième catégorie, les institutions américaines, Spielberg et la réconciliation. C'est les 3 films en bleu clair en haut à droite. Et quatrième catégorie, qui n'est pas la dernière, les années Obama, le point de vue de l'esclave, les 3 films en violet. Et enfin, ultime catégorie, Black Lives Matter, révolte et films d'exploitation, que vous voyez en rouge sur cette carte. Quelques rappels historiques avant de démarrer. L'esclavage aux États-Unis, ça commence. Il est
je veux dire, on estime assez communément que ça commence en 1619 avec l'arrivée d'une première cargaison d'esclaves africains, surtout pour travailler dans des plantations de tabac. Mais l'esclavage se dotera d'un statut, notamment sur les questions de transmission héréditaire du statut d'esclave, plutôt à la fin du XVIIe siècle, en 1662. Voilà, et l'histoire américaine est très très liée à celle de l'esclavage. Les grandes dates de l'histoire américaine, c'est évidemment 4 juillet 1776, la déclaration d'indépendance des 13 colonies, l'entrée en vigueur de la Constitution en 1789. J'ajouterais une date clé qui serait pour moi l'invention de la machine à égrainer le coton en 1793, qui du coup permet l'industrialisation massive, enfin l'industrialisation, disons plutôt le développement massif de la culture du coton. Et puis au XIXe siècle, la traite négrière est interdite en 1808, finalement assez tôt par rapport à l'abolition de l'esclavage qui n'interviendra qu'en 1865. Et du coup, elle construit un système basé sur la reproduction des esclaves au sein des différentes plantations et le commerce d'esclaves à l'intérieur du pays. Et ça, c'est typique vraiment de l'esclavage aux États-Unis. Sachant que l'esclavage aux États-Unis, il a été aboli dans le Nord au début du 19e siècle. Certains évoquent la date de 1820, mais a continué surtout dans les États du Sud. Il a été marqué par plusieurs révoltes ou récits d'esclaves publiés sur lesquels on reviendra et on pourra redonner les dates. Mais 1831, c'est la rébellion de Nat Turner. C'est le film The Birth of a Nation sorti en 2016. En 1945, il y a l'apparition de l'autobiographie de Frederick Douglass, qui est un grand abolitionniste noir. En 1949, c'est la fuite réussie d'Harriet Tubman, qu'on évoquera également. 1850, c'est le vote du Fugitive Slave Act qui autorise les chasseurs d'esclaves à les pourchasser dans le Nord, dans les États du Nord, où pourtant ils avaient trouvé refuge et où ils s'étaient enfuis. Et si on poursuit, 1853, la publication du récit de Solomon Northup, qui est à la base du film 12 Years a Slave. Et puis, en 1860, alors qu'on a 4 millions d'esclaves noirs, les 11 États esclavagistes font sécession face à l'obligation d'abolir l'esclavage porté par les États du Nord, surtout pour des intérêts économiques d'ailleurs. Et puis la guerre de sécession entre 1861 et 1865, qui verra du coup le pays se déchirer sur la question de l'esclavage, des Noirs s'enrôler dans l'armée de l'Union face à l'armée des Confédérés. Le président Lincoln, qui est dans plusieurs des films, prononcera la proclamation d'émancipation en 1863, donc il annoncera la liberté immédiate pour tous les esclaves, y compris ceux du Sud, mais c'est véritablement en 1865, avec le 13e amendement de la Constitution, qui abolit l'esclavage. Ni esclavage, ni servitude involontaire n'existeront aux États-Unis, ni dans aucun lieu soumis à leur juridiction. En 1865, c'est aussi l'apparition aux États-Unis du Ku Klux Klan, ce qui nous permet, vous l'avez compris, de passer à notre première catégorie de films, que j'ai intitulé Cinéma de la ségrégation, raciste et nostalgique, avant d'évoquer Birth of a Nation, Naissance d'une nation de Griffith, en 1915. Il faut quand même souligner qu'il y a des esclaves qui sont représentés dans le cinéma américain avant 1915, notamment en 1903, dans un film d'Edwin S. Porter, La case de l'oncle Tom. C'est une adaptation en 14 tableaux du roman d'Harriet Beecher Stowe, qui est le roman le plus célèbre du 19e siècle, qui est sorti en 1852. C'est le deuxième livre le plus vendu après la Bible. Vous imaginez l'influence que ça a. Il se trouve qu'en plus, c'est une histoire qui a été adaptée dans beaucoup de pièces de théâtre à travers tout le pays, ce qu'on appelait des Tom Shows. Et donc, l'histoire de la case de l'oncle Tom est très connue par les spectateurs qui arrivent à comprendre facilement le film de Porter tourné pour la Edison Company. Il y aura beaucoup d'adaptations de la case de l'oncle Tom jusqu'en 1927, avec des représentations plus ou moins diverses de l'esclavage et des esclaves à l'intérieur des films. On peut quand même dire que souvent les acteurs, ce sont des acteurs blancs qui jouent des esclaves noirs, ils sont grimés, ils sont black-faced, dans une tradition qui a hérité des minstrel shows. Et quand je parle de l'importance de la case de l'oncle Tom, Lincoln disait à propos de Harriet Beecher Stowe, c'est donc cette petite dame qui est responsable de cette grande guerre. Voilà.
en faisant, puisque le livre La casse de l'oncle Tom est considéré comme un livre plutôt anti-esclavagiste, et qui, Lincoln fait le lien avec la guerre de sécession. Une guerre de sécession qui est vraiment au cœur des 3 films que vous avez à l'écran, qui sont traversés par celle-ci et qui partagent un même point de vue sudiste, souvent nostalgique, des clichés, des représentations racistes. Et pour les 2 premiers, donc Naissance d'une nation et Autant en emporte le vent, l'esclavage n'est pas le sujet principal du film, mais c'est une toile de fond importante. Quand on parle de Naissance d'une nation, on parle d'un film immense du cinéma américain qui a beaucoup inventé, beaucoup compté, marqué, et en même temps d'un film qui est extrêmement raciste dans ses représentations. Vous avez une représentation très positive de l'esclavage, où là, sur les visuels que vous avez à l'écran, vous voyez bien qu'il est relégué un peu à l'arrière-plan. On a la famille Cameron et leurs plantations qui font visiter à leurs invités du Nord leurs plantations, et on s'intéresse au coton, voilà, comme une fleur. Et cette représentation de l'esclavage, où finalement chacun serait à sa place et tout irait pour le mieux dans le meilleur des mondes, elle se poursuit quand ils visitent les quartiers des esclaves, où les esclaves sont en train de danser, encore une fois joués par des acteurs blancs qui sont blackfaced. Et le film marque vraiment une rupture entre avant et après la guerre, où en fait les esclaves noirs, une fois qu'ils ont retrouvé leur liberté, font preuve de débauche et oppriment finalement les blancs du Sud. Donc c'est une vision tout à fait raciste de cette période-là de l'histoire, avec la création quand même de l'image du personnage de l'esclave noir, enfin en tout cas là l'esclave noir engagé dans l'armée, que vous voyez tout à la gauche de l'image où la jeune femme blanche est sur le point de sauter. Voilà, il représente un danger, et là on le soupçonne de vouloir la violer et de la conduire au suicide, ce suicide poussant tous les personnages blancs, et notamment certains des frères Cameron, à intégrer le Ku Klux Klan pour défendre leurs droits. Et donc c'est cette attaque contre ce personnage féminin qui aboutit à la mobilisation générale des hommes blancs au sein du Ku Klux Klan. Et c'est en cela aussi que ce film a fait énormément polémique, puisque à sa sortie, il a contribué à réactiver les réseaux du Ku Klux Klan, etc. Alors, je tiens à dire que parallèlement, du coup, il a suscité énormément de critiques, et il a aidé l'association NAACP, National Association for Advancement of Colored People, qui a été créée en 1909, à se développer contre le film. Naissance d'une nation, donc c'est ce film très ambivalent qui appartient à un genre qui serait les films autour de la guerre civile, les Civil War Films, sachant qu'il faut distinguer ceux qui seraient plutôt faits à l'époque pour le public du Nord ou pour le public du Sud, tout en soulignant que la controverse causée par Naissance d'une nation freine les productions suivantes, tout en inscrivant et en créant un mythe qui serait celui de la Lost Cause, c'est-à-dire une vision assez romantique d'un vieux Sud antebellum, donc d'avant la guerre civile, où l'esclavage n'est pas si cruel, et finalement l'esclavage ne serait pas la cause de la guerre civile. Et ça, c'est relayé par une historiographie de l'époque et des écrivains sudistes, et évidemment, ça imprègne Autant en emporte le vent, qui est basé sur un livre de Margaret Mitchell sorti en 1936, qui s'inscrit un peu comme une contre-offensive idéologique d'ailleurs à La casse de l'oncle Tom. Et c'est assez, je pense que c'est important de souligner que les livres les plus connus du 19e et du 20e siècle sont tous deux écrits par des femmes à cette époque-là. Et donc l'adaptation de ce livre donne Autant en emporte le vent, une immense fresque démentielle, démesurée, dont le maître d'œuvre est le producteur David Selznick, qui remportera 10 Oscars. Voilà, c'est un sommet du cinéma classique qui s'inscrit dans la tradition ce qu'on appelle les plantation mélodramas, avec une image du Sud exaltée,
une mélancolie. D'ailleurs, vous voyez le carton d'ouverture du film qui présente ça un peu comme un conte de fées tragique. Et en plus, ça contribue à inscrire une imagerie des immenses plantations qui n'étaient pas tout à fait la situation réelle dans le sud à l'époque décrite. Et parallèlement, du coup, à cette espèce de fantasmagorie autour des plantations, il y a des stéréotypes racistes qui sont encore distillés. Alors cette fois-ci, les acteurs sont joués par les esclaves sont joués par des acteurs noirs, mais le film, en fait, pose comme ça des personnages stéréotypiques comme la nanny, qui est jouée par Hattie McDaniel, que vous voyez sur la gauche, donc qui a remporté un Oscar pour ce rôle, l'Oscar du meilleur second rôle, qui est le premier Oscar reçu par une actrice ou un acteur d'ailleurs afro-américain, mais qui est un peu à double tranchant puisque c'est dans un rôle de soumission à un paternalisme blanc, un peu comme voilà, la figure de l'oncle Tom que vous retrouvez dans le personnage de droite, qui se poursuit avec l'idée de l'esclave soumis à ses maîtres. Et dans tout ça, dans une forme en affirmant que, évidemment, les maîtres blancs ont de la bienveillance pour leurs esclaves. Donc ça, c'est des modèles quand même qui s'imposent autour de personnages clés qu'on retrouvera dans d'autres œuvres par la suite. Il y a un autre personnage dont j'aimerais qu'on parle et qui va faire la transition avec l'esclave libre. C'est le personnage de Red Butler, qui joue un contrebandier dans le film et dont qui est joué par Clark Gable, pardon. Donc, Clark Gable joue Red Butler, un contrebandier, et dont le personnage a une suite quasiment directe dans la figure d'Amish Bond, qui est le personnage principal de l'esclave libre. L'esclave libre, qui est un peu aussi poursuit dans la vision, on peut entendre Moonlight and Magnolia, qui est cette vision fantasmée du Sud, qui poursuit notamment en présentant des plantations qui sont idéalisées. Donc, sur le visuel de gauche, je ne l'ai jamais vu fouetter ni vendre un esclave. Donc ça, c'est la première plantation qui apparaît dans le film, où le film, en fait, s'appelle L'esclave libre, Band of Angels, sur l'affiche, et met en scène une jeune femme qui serait en fait la fille du propriétaire de la plantation Starwood, mais qui apprend en fait qu'elle est aussi la fille d'une esclave décédée, et donc qu'elle est une métisse. Et on va revenir sur son personnage un petit peu plus tard. Donc ça, c'est la première plantation, c'est Starwood, qu'on voit à gauche, et à droite, c'est la plantation du personnage d'Amish Bond, où évidemment, quand il arrive, tous ses esclaves l'attendent en chantant, il va monter sur un carrosse fleuri. Donc là, c'est des visions qui sont complètement idéalisées du Sud. Je vous parlais du personnage je me souviens plus de son prénom, je crois que c'est Amantha Starr. Elle est jouée par Yvonne De Carlo, et donc elle est considérée comme étant un archétype du personnage de la mulâtresse tragique. J'ai entendu cette expression utilisée par Jean-Louis Bourget. Cette tragique mulata, en fait, c'est un personnage qui est tiraillé entre ces deux appartenances, à la fois à la communauté blanche et la communauté noire, et qui ne trouve pas sa place, et qui, évidemment, est reléguée ici au rang d'esclave, ce qu'elle vit très mal en début de film, avant d'être achetée par Amish Bond. Amish Bond, qui cultive un peu, mais comme on l'avait pu le retrouver avec le père du personnage d'Yvonne De Carlo, l'illusion du bon maître, c'est-à-dire quelqu'un qui traite très bien ses esclaves. Et là, le film L'esclave libre gagne en complexité sur cette question par rapport aux deux films précédents. Vous voyez le dialogue à l'écran. Ingrat, il t'a élevé comme un fils. Oui, je le hais pour sa bonté. Contre le fouet, on peut se révolter, mais la bonté fait de vous un esclave à vie. Et donc, en fait, il y a dans les mots prononcés par ce personnage de Raourou, qui est joué par Sidney Poitier, toute la complexité de l'esclavage, où, en fait, finalement, quelle que soit la forme d'exploitation, ça reste une forme d'esclavage. Même s'il y a de la bienveillance, souvent elle est teintée de paternalisme, en l'occurrence, dans leurs relations
entre eux et qui crée une haine viscérale chez Raoult. Et voilà, il se trouve qu'en plus, le personnage de Clark Gable est intéressant parce qu'il n'est pas simplement contrebandier, puis planteur. Il se trouve qu'il a été négrier lui-même au temps de la traite transatlantique. Et donc, il a cette ambivalence, comme s'il essayait de racheter ses exactions qu'il aurait commises au moment où il allait chercher des esclaves sur les côtes africaines. Et voilà, il rappelle à son esclave, qui visiblement a l'intention d'affranchir, à qui il veut donner toute sa plantation, qu'il l'a élevé depuis qu'il est petit. Et il y a certains passages ici qui sont en anglais parce que la traduction française était très mauvaise. Et donc, j'ai préféré vous mettre les sous-titres anglais pour illustrer cette relation ambivalente entre Sidney Poitier et Clark Gable. Une phrase un peu qui est importante dans ce film, c'est quand il essaie d'expliquer à l'une de ses esclaves, qui est une esclave avec qui il a une relation amoureuse, visiblement, et il lui explique que la justice pour les Noirs, on en reparlera dans 100 ans, le film se passe dans les années 1850, et 100 ans plus tard, on arrive en 1957, au moment où sort l'esclave libre, et 1957, c'est l'adoption aussi du premier Civil Rights Act, et donc le début de la conquête et de la lutte pour les droits civiques aux États-Unis, qui change évidemment du coup la représentation qu'on peut avoir de l'esclavage à l'écran. On va parler de 3 films dans cette période. Slaves, Mandingo, et en fait 2 films et une série télé qui s'appelle Roots, mais qui a eu un tel impact que j'ai voulu l'incorporer à mon corpus. Slaves, c'est un film de Herbert Biberman, où en fait c'est la première fois qu'une plantation est décrite comme un enfer. Lui, le réalisateur Herbert Biberman, il fait partie des 10 d'Hollywood qui ont été emprisonnés suite à leur passage devant la commission aux activités anti-américaines en 1947. Et il fait un film extrêmement intéressant. Donc là, les sous-titres, ils n'existent pas, donc c'est des sous-titres automatiques de YouTube, mais je vais vous traduire ce qui se dit. Donc c'est le personnage du planteur. L'histoire est en fait, c'est l'histoire d'un esclave que je vous montre, qui est là, qui s'appelle Luke, et en fait qui vit dans une plantation visiblement idéale à nouveau, où son maître lui a promis de l'affranchir, et il se retrouve à devoir être vendu pour des raisons économiques à ce planteur-là, qui lui ne traite pas ses esclaves avec autant de... disons qu'il est beaucoup plus sévère que dans l'ancienne plantation où était Luke en servitude. Et il explique que quand il était lui aussi en Afrique, le capitaine d'un bateau lui dit qu'il y a qu'en fait un petit peu d'esclavage ou beaucoup d'esclavage, c'est la même chose. Et pour lui, du coup, il vaut mieux alors bien enchaîner les esclaves. Donc on est totalement à l'encontre de la bonté, entre guillemets, du personnage de Clark Gable dans L'Esclave libre, où là, on a un esclavagiste qui fait preuve d'un certain cynisme très, très froid pour expliquer la façon dont il traite ses esclaves. Et l'acteur ici, c'est Stephen Boyd, qui est excellent dans ce film-là, et qui explique énormément de choses, et notamment qui donne des informations sur l'ampleur du système économique et la façon dont fonctionnait l'esclavage aux États-Unis. Donc là, ici, le mot, c'est pas Daki, c'est Darkies. Donc, grosso modo, les Noirs que nous possédons, messieurs, sont la seule machine auto-reproductrice du monde. Et c'est ce que je vous expliquais en introduction sur l'idée qu'en fait, l'esclavage, les planteurs, les esclavagistes cherchent à augmenter leur cheptel d'esclaves en jouant sur la reproduction des esclaves entre eux parce qu'on ne peut pas aller en chercher ailleurs qu'au sein des États-Unis. Et donc, il y a l'idée que c'est un système qui est pérenne et qui va constamment se développer de lui-même, sachant que l'esclave que vous voyez à l'écran, Luke, a dû quitter sa plantation de départ parce qu'un businessman a proposé
à son ancien maître de créer justement une plantation tournée majoritairement vers la reproduction des esclaves et la vente du coup d'enfants esclaves. Voilà. Tout ça est, enfin, c'est des schémas atroces, mais en l'occurrence, Slaves présente la dynamique économique à l'œuvre derrière l'esclavage. Et notamment en montrant une vente d'esclaves du point de vue d'un esclave, ce qui est un peu la première fois à l'écran. Je vous ai mis aussi une autre vente d'esclaves, parce que c'est un motif qui est dans tous les films, enfin dans beaucoup de films autour de l'esclavage. C'est un extrait de la série Roots, dont on va évoquer juste après. Donc encore une fois, le système économique à l'œuvre, Slaves a aussi des liens avec Mandingo, puisqu'il y a, comme vous voyez sur la petite image de Gaulle, un premier combat entre esclaves qui est au cœur, les combats d'esclaves, c'est au cœur du film de Richard Fleischer. Vous voyez sur la grande image, au cœur d'un bordel, des combats organisés, des paris qui sont faits. Et donc Mandingo, c'est un film Mandingo, donc ça veut dire mandingue. Et donc c'est une ethnie africaine qui est au cœur au cœur du film, au cœur de la série Roots, en fait, également. Donc, tous ces films sont extrêmement liés. Quand on évoque Mandingo, c'est un film qui est très cruel, qui s'inscrit dans un contexte de blaxploitation, dans les années 70, et surtout qui est une volonté, donc c'est réalisé par Richard Fleischer, mais c'est une volonté du producteur italien Dino De Laurentiis de faire un film basé sur le sensationnalisme, un film complètement débridé dans la transgression complète. Je parlais des combats mandingues juste avant. C'est un film aussi qui a une espèce qui repose sur un imaginaire antique du combat d'esclaves, un peu comme les combats de gladiateurs pendant l'Antiquité, où les esclaves ont des noms justement de personnages fameux de l'Antiquité grecque et romaine. Ici, l'esclave qui joue le combattant, le lutteur, il est incarné par le boxeur Ken Norton. Et ça s'inscrit dans cette dynamique de blaxploitation, exactement. Je vous parlais d'une vision malsaine. Voilà, ici, donc, on a un acheteur d'esclaves qui demande à un autre esclave de baisser son pantalon. À chaque fois, pendant cette unipop, vous ne verrez pas, évidemment, je vous ai épargné les pires images des films, mais voilà, sachez qu'ensuite, il lui palpe les testicules pour vérifier. Donc, c'est un film qui est constamment dégradant et qui souligne le sadisme des planteurs blancs et leur décadence complète. Vous voyez sur l'image de gauche James Mason qui expérimente pour soulager ses rhumatismes, il appose ses pieds sur un jeune enfant noir. C'est l'image de tous les films que j'ai vus autour de l'esclavage qui est, je trouve, la plus abjecte, la plus marquante visuellement. Il y a vraiment en fait, on peut penser Mandingo comme une version un peu malade et pourrie du plantation drama. Vous voyez, les cadres sont obliques. Là, vous avez le plan de départ et le plan de fin. Un film qui est très poisseux. Et d'ailleurs, il y a une citation de Vincent Maloza, un journaliste des Cahiers du cinéma, qui écrit sur Django qui est inspiré de Mandingo énormément, Django Unchained de Tarantino, et qui dit « L'air vicié du Southern Gothic qui flotte sur Django Unchained écrase chacune de ses séquences d'une admirable beauté empoisonnée. » Je trouve que ça s'applique extrêmement bien à Mandingo, qui est travaillé surtout, je pense que c'est le cœur du film, comme vous avez pu le voir sur l'affiche, où il y a deux couples avec un personnage noir et un personnage blanc, une femme, un homme et inversement. C'est un film qui travaille l'aspect politique de la sexualité au cœur de l'institution esclavagiste. Et c'est un film qui brise des tabous pour beaucoup de raisons, qui questionne aussi la masculinité du personnage de Hammond, que vous voyez ici, et qui refuse de coucher avec sa cousine avec laquelle il s'est marié parce qu'elle a eu une relation sexuelle avant le mariage. Et lui, en revanche, il entretient des relations sexuelles, voire amoureuses, avec certaines de ses esclaves, dont Hélène que vous voyez en bas. Et là où le film Mandingo bouleverse vraiment les représentations, c'est quand il figure un rapport sexuel entre un esclave noir et une femme blanche.
où là, en fait, c'est une vision qui est généralement interdite pour plein de raisons. Déjà, le Code ACE, il faut dire, stipulait il y avait une interdiction formelle de montrer le code de production, de montrer des relations sexuelles ou amoureuses interraciales. Et donc là, voilà, on est au-delà de ça. Et si on prend des concepts des post-colonial studies, par exemple, on est dans la réalisation du péril noir, vraiment, où un esclave noir viendrait coucher avec une femme blanche. Il ne la viole pas, que ce soit bien clair. Le viol est plutôt l'apanage plutôt exercé par les planteurs blancs sur leurs esclaves. Ici, en plus, dans cette scène, il se trouve qu'il l'a fait même jouir. Enfin, c'est ce qu'on peut comprendre. Et de ce rapport est issu un enfant qui évidemment n'est pas blanc. Et donc la scène d'accouchement a des liens très forts avec la scène d'accouchement de Rosemary's Baby, film dans lequel la personnage principale accouche du diable, ou en tout cas du fils du diable. Donc on est sur le même registre de monstruosité à l'écran, alors que tout ça dans le but de bouleverser les valeurs morales de la part du producteur Dino De Laurentiis et du réalisateur, mais en même temps de donner une vision de l'esclavage qui est beaucoup plus critique que n'ont pu l'être les films précédents. Et pour moi, c'est un des films les plus importants et les plus cruels, mais aussi les plus réussis sur cette question-là. Donc, je vais passer d'une naissance à une autre, beaucoup plus heureuse. Celle-ci, je vous avais parlé de Roots. Donc, c'est cette série télévisée qui commence avec la naissance du jeune Kinta Kunte. Et en fait, l'ambition de cette série, qui est sortie à la télévision américaine en 1977, c'est de retracer sur plusieurs générations l'histoire d'une famille noire en partant de l'Afrique, son déracinement, puis à travers les États-Unis. Donc, c'est adapté d'un livre de Alex Haley, qui lui-même avait fait des recherches sur sa propre famille. La série fait pas mal de compromis en installant beaucoup de personnages blancs, mais elle a quand même attiré 130 millions de téléspectateurs, ce qui est considérable et du coup a contribué. Quand je parlais d'affirmation identitaire, c'est aussi ce rattachement à des racines africaines. Il faut savoir que cette série, elle sort à la télévision en 1977, soit un an après le lancement d'un projet qui s'appelle The Freedmen and Southern Society Project. Donc, c'est un projet de recherche en histoire qui bouleverse l'historiographie sur cette question-là et tend à replacer les esclaves eux-mêmes au cœur de leur émancipation, en faire des agents actifs en fait, de la révolte ou de l'abolition de l'esclavage. Donc ici, le premier épisode, ça se passe au XVIIe siècle. Et ce qui est intéressant, c'est que de la même manière que Amistad, on va en parler plus tard, le film de Spielberg a pu le faire, on montre la capture des esclaves en Afrique et un sujet qui a été aussi un petit peu problématique, enfin tabou pendant un petit moment, c'est l'implication de certains acteurs, de certains Africains dans la capture et la vente d'esclaves noirs à des négriers blancs. Et ici, on assiste à la capture du jeune Kunta Kinte. Je trouve que le film a beaucoup de force dans sa représentation de ce qu'on appelle le passage du milieu, donc la traite transatlantique, les voyages en bateau. Et on rentre vraiment au cœur d'un bateau négrier où on étudie comment on va stocker les esclaves dans la cale, comment on va optimiser leur stockage, vraiment, qui sont tous allongés, comme vous pouvez le voir sur les images ici, la mort de certains d'entre eux, les mauvaises conditions, on les voit sortir sur le pont et être lavés après des semaines passées en cale dans un environnement fétide. Et donc ça, c'est un sujet qui sera repris par Spielberg aussi dans Amistad, cette idée de représenter le voyage originel. Avec voilà, des questionnements. Là, je vais vous montrer des images que des 2 premiers épisodes, mais c'est une série qui fait 8 épisodes, qui va jusqu'à la guerre de sécession, où le personnage
le capitaine du navire s'interroge. J'ai parfois l'impression que nous nous faisons aussi du mal en prenant part à cette entreprise. Et voilà, le commissaire qui vient acheter les esclaves lui dit « Mais quel mal y a-t-il dans la prospérité, dans les bénéfices? J'aimerais le savoir. » Encore une fois, il s'agit de montrer à quel point les esclaves sont considérés comme un bien et une denrée économique. Et je vous ai montré du coup précédemment la vente d'esclaves qui suit ces séquences-là. Donc c'est aussi très bien illustré dans cette série Roots qui quand même rattache les personnages, et en tout cas ce personnage de Kunta Kinte, à ses origines africaines dont il ne veut pas se départir, et il refuse de changer de nom à l'arrivée dans la plantation. Donc c'est effectivement un cas qui deviendra au cours du 19e siècle beaucoup plus rare, un Africain qui se retrouve en esclavage dans une plantation, puisque ensuite les esclaves seront nés et élevés directement aux États-Unis. Mais donc là, voilà, on veut lui faire changer de nom, prendre un nom décidé par son maître, et donc il y a une séquence de fouet assez terrible où il tient très très longtemps avant de craquer. Et on va voir d'autres images du fouet qui vraiment est un élément visuel crucial de la représentation de l'esclavage, les coups de fouet. Et donc voilà, elles sont aussi partie de la série Roots. Donc après avoir suivi ce personnage de génération en génération, en 1977 dans la série Roots, après avoir s'être interrogé sur cette période des droits civiques et de la représentation de l'esclavage à ce moment-là, un petit point sur les films des années 80, 90 et Lincoln également, les films de Steven Spielberg en particulier, et une certaine idée de la réconciliation avec des figures blanches qui jouent quand même le rôle principal dans les récits d'émancipation qui nous sont montrés. Trois institutions différentes ici, l'armée dans Glory, la justice dans Amistad et la politique dans Lincoln, avec la création de mythes fondateurs. Quand je vous parle de mythes fondateurs, désolé pour la déformation, mais la copie du film que j'avais été déformée, je n'ai pas de sous-titre français sur le film Glory, Edward Zwick. C'est un film qui met en scène Matthew Broderick, qui est un colonel blanc et qui va devoir former le premier bataillon de soldats noirs qui va combattre pendant la guerre de sécession, la guerre civile. Et donc là, on a un mythe fondateur qui est très fort, cette idée d'intégrer d'anciens esclaves au sein de l'armée pour en faire des citoyens américains. À noter sur la première image en haut, le personnage noir que vous voyez, c'est Frederick Douglass, enfin, le personnage de Frederick Douglass, donc l'abolitionniste que je mentionnais dans les rapides dates, rappel des dates du début. Frederick Douglass, donc abolitionniste, très important, ancien esclave, qui a compté beaucoup dans les luttes anti-esclavagistes aux États-Unis au XIXe siècle. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a deux figures de personnages noirs qui se confrontent dans ce film, joués par des acteurs voilà, très connus. D'un côté, vous voyez Denzel Washington, crâne rasé, et Morgan Freeman. Denzel Washington joue un esclave qui refuse de se soumettre et cherche des solutions pour améliorer sa condition, et en l'occurrence, voilà, il va tenter de trouver des chaussures, et donc on le soupçonne d'avoir pris la fuite, et il se fait fouetter, encore une scène de fouet très, très dure à voir. C'est un rôle qui vaudra à Denzel Washington l'Oscar du meilleur acteur dans un second rôle. De l'autre côté, Morgan Freeman, qui est plutôt dans cette figure de l'oncle Tom, c'est-à-dire d'un personnage gentil qui se plie aux exigences de la population blanche, qui est dans une forme de soumission, mais qui justifiera évidemment par la suite, et donc auquel on donne le grade de sergent-major, et qui explique en bas, quand il revient dans le sud, comment il est parti esclave et il revient en tant que combattant. Et donc là, c'est la confrontation entre les deux hommes qui est aussi assez symbolique de deux visions,
deux personnages un peu archétypaux de l'esclavage, le rebelle et cet oncle Tom qu'on retrouve dans beaucoup de films. Et donc là, Denzel Washington dit donc quand un homme blanc te donne une paire de stripes, enfin, que vous voyez sur le costume militaire, donc du galon, quoi. La chose que tu fais immédiatement, c'est de commander tout le monde comme le Massa, donc c'est le maître blanc. Et voilà. Et Denzel Washington tient à lui rappeler qu'il n'est rien, you ain't nothing, si ce n'est le chien de l'homme blanc. Voilà. Et donc, c'est deux visions qui s'affrontent. Et ensuite, Denzel Washington lui répondra oui, mais je suis vivant, je suis en vie et je me bats, etc. Donc, Glory, voilà, c'est un film qui est intéressant, qui ne représente pas l'esclavage au sein des plantations, mais qui est intéressant dans sa figuration et parce qu'il aborde les Black Battalions, donc ces troupes de soldats noirs qui ont combattu auprès de l'armée de l'Union. Ici, c'est le 50e régiment du Massachusetts. Bon, vous avez compris. Voilà. Et ces United States Colored Troops, comme on les appelait, il y a eu 186 000 soldats noirs à combattre pour l'Union pendant la guerre de sécession. Donc, ils vont se faire rétamer à la fin du film. Désolé, je vais vous raconter beaucoup de fins de film. Dans une bataille en Caroline du Sud, mais où, encore une fois, en fait, c'est la figure blanche qui prévaut. Et c'est Matthew Broderick qui, franchement, est très palo par rapport à Denzel Washington dans le film, qui mène les hommes au combat. Et en fait, tout le film est construit sur un échange de lettres qu'il envoie à sa mère, où en fait, c'est son point de vue sur ces hommes-là. Et donc, vous allez voir que dans les 3 films de cette catégorie de films un peu sur la réconciliation, comme vous voyez là, Denzel Washington qui s'est écroulé auprès de Matthew Broderick, une espèce d'image un peu de deux hommes qui ont été dans la confrontation pendant une grande partie du film et qui se retrouvent dans la mort au combat. Voilà. Cette idée-là, c'est drôle parce qu'elle est souvent associée quand même à ces Black Battalions, ces soldats noirs. Donc, 4 autres exemples qui ne sont pas tirés de Glory, mais vous voyez dans l'Esclave libre, vous avez cette question-là est évoquée. Et ensuite, c'est des films dont on n'a pas parlé encore, mais dans Lincoln, clairement, le film s'ouvre sur ces soldats noirs qui s'adressent à Lincoln, que vous voyez de dos, et qui lui disent « Dans 50 ans, peut-être qu'on aura un colonel noir, et dans 100 ans, le vote. » Voilà, en disant, donc c'est à la fois une manière de dire que ça prend du temps, mais en même temps que l'intégration des soldats dans ces troupes militaires, c'est une première étape. Et 2 films qui sont censés aussi être des récits de révolte ou d'émancipation se terminent sur l'incorporation de Noirs à l'armée des Yankees. Et donc ici, c'est la fin, en bas à gauche, la fin de Naissance d'une nation où un jeune homme noir pleure et en fait, en un cut, il vieillit et devient soldat au sein de l'armée américaine. Et tout en bas, c'est le personnage d'Harriet Tubman qui, après avoir s'être sauvée, avoir secouru des esclaves, intègre en tant qu'espionne et puis dirige quelques bataillons de Black Battalions au cours de la guerre civile américaine. Donc voilà, premier mythe fondateur. Si on poursuit sur cette idée, on se rend compte, enfin, sur ce cinéma des années 80-90, autour des institutions américaines, on a les films de Steven Spielberg, enfin, du coup, c'est 97 puis 2012. 97, c'est Amistad, où Spielberg décide de mettre en scène la révolte d'un groupe d'esclaves sur un bateau, qui s'appelle donc la Amistad, avant même son arrivée sur les terres américaines. Et tout le film, en fait, l'enjeu du film, c'est le procès de ces esclaves, savoir s'ils sont
véritablement des esclaves ou des hommes libres, mais c'est en vertu en fait, d'arguments juridiques, on va revenir là-dessus, et pas du tout sur des questions de valeur humaine au cours des différents procès. Ce qui est intéressant dans Amistad, c'est qu'il y a une nouvelle figure qui apparaît, c'est celle de l'abolitionniste ou des abolitionnistes, qui joue un rôle. Cette révolte, elle a eu lieu en 1839, et donc là, vous voyez au début, quand la nouvelle arrive aux États-Unis, deux journaux différents qui parlent de l'événement. L'un titre Massacre at Sea, donc un massacre en mer, avec un difficile cas d'esclave, au sens de cas juridique, et dans The Emancipator, journal abolitionniste, Freedom Fight at Sea, donc c'est un combat pour la liberté en mer. Deux visions différentes de l'esclavage. Spielberg, à ce moment-là, quand il fait Amistad, c'est lui qui le déclare, il veut retranscrire l'expérience américaine de l'esclavage de la même manière qu'il avait retranscrit celle de l'Holocauste avec la liste de Schindler. C'est un projet pharaonique. Évidemment, Spielberg, c'est un réalisateur blanc, donc il y a aussi ce travers-là. On reviendra sur cette question de réalisateur blanc, film autour de l'esclavage, ou réalisatrice noire. Il se trouve qu'en tout cas, c'est un film qui est par ailleurs excellent, mais c'est un échec critique et commercial monstrueux à sa sortie. Et sur la question des représentations et le sujet de cette Unipop, moi je trouve que Spielberg a tendance à relativiser le rôle de chacun dans cette histoire. Donc, comme dans Roots, il dépeint la capture d'Africains par d'autres Africains qui les vendront ensuite pour qu'ils soient réduits en esclavage, avec ces systèmes de forteresses que vous voyez ici à gauche, la forteresse esclavagiste de Mboko, et donc la participation finalement des Noirs dans l'esclavage également, une manière de dire qu'il y a aussi des Noirs qui ont eu un mauvais rôle, et des Blancs qui ont eu le bon rôle. Alors là, pour le coup, c'est un peu tout le film, puisque donc là, je vous ai mis une scène de fin où un navire américain détruit héroïquement la forteresse de Lomboko qu'on avait vue au préalable. Les personnages de blanc qui sont en fait les protagonistes centraux du film, c'est Matthew McConaughey et j'ai un trou de mémoire, Anthony Hopkins, qui sont deux avocats. Anthony Hopkins joue un ancien président américain qui va plaider pour ce groupe d'esclaves à la Cour suprême, et en l'occurrence, ce que dit Matthew McConaughey ici est important, parce que il dit « In this case, it's a property issue », donc c'est une question de propriété. Donc en fait, la question est de savoir à qui sont ces esclaves. Sont-ils vraiment aux gens qui estiment qu'ils sont à eux, etc., ou finalement peut-être ils ont été illégalement acquéris, puisqu'à cette époque-là, il faut savoir que la traite est interdite. Donc grosso modo, il y a tout un argument où les négriers essayent de justifier que les esclaves ne viennent pas d'Afrique, mais de beaucoup plus près, qu'ils ont été achetés à Cuba. Donc voilà, les esclaves sont quand même considérés comme des biens au cours du procès, et les figures héroïques à l'œuvre sont plutôt celles de Matthew McConaughey et Anthony Hopkins, même si, mais je ne l'ai pas figuré parce qu'on en avait déjà parlé pour Roots, Amistad est aussi quand même marque par sa représentation des conditions de voyage lors du voyage atlantique sur un navire négrier, et sa mise en scène d'une rébellion d'esclaves sur un bateau. Voilà, ça c'était du jamais vu. Et en plus, tout ça est évidemment une histoire vraie qui a secoué la chronique aux États-Unis, cette idée d'une révolte d'esclaves qui aurait fonctionné d'une certaine manière parce qu'ils ne sont pas vraiment considérés comme des esclaves. Voilà. Je vous invite à voir ce film qui est mal considéré, mais qui est un grand film de Spielberg, qui continue de détailler le fonctionnement d'une institution dans Lincoln, film de 2012, qui aura beaucoup plus de succès qu'Amistad, par ailleurs. Peut-être parce que
il ne met pas en scène un groupe d'esclaves noirs incarnés par des acteurs africains dont on a respecté la langue, c'est-à-dire qu'on ne les fait pas parler anglais, comme c'est le cas dans Roots par ailleurs, ils parlent anglais au lieu de parler leur langue natale. Voilà. Bon, en tout cas, Lincoln a plus de succès qu'Amistad. Il met en scène, c'est un film qui met en scène sur l'espace, sur un temps très très court, 3 semaines, en janvier 1865, la lutte abolitionniste et qu'il la présente comme le combat héroïque d'Abraham Lincoln, donc un homme politique blanc, avec des convictions inébranlables. C'est un rôle qui vaudra l'Oscar à Daniel Day-Lewis. Et moi, je trouve qu'il relègue encore une fois les personnages noirs au second plan, puisque là, ça gomme un petit peu l'idée que la résistance des esclaves a aussi contribué à l'émergence de mouvements abolitionnistes, et que finalement, c'est grâce aux esclaves si la guerre de sécession se transforme en guerre d'émancipation. C'est un film qui se concentre uniquement sur l'arène politique. Alors, là, je vous ai mis 2 photos qui me paraissaient quand même importantes. C'est la représentation d'un couple mixte, alors que Tommy Lee Jones est un homme qui siège au Congrès, qui défend l'abolition de l'esclavage et qui, en fait, est marié, est le compagnon d'une ancienne esclave. Donc, c'est un passage particulièrement émouvant où il vient lui présenter l'amendement, le 13e amendement. Et en haut, c'est le fils de Lincoln. En fait, l'une des seules apparitions d'esclaves à l'écran, c'est à travers cette photographie très célèbre qui a défrayé la chronique et qui a été largement utilisée par les journaux abolitionnistes et qui a contribué aussi à une prise de conscience en Europe des méfaits de l'esclavage aux États-Unis. Et donc, cette photo très célèbre, ce daguerréotype, est l'unique apparition d'esclaves dans le film de Spielberg. Voilà, qui est par ailleurs un très grand film sur le processus politique, la machine politique. Et donc, dans les 2 films que je viens de vous présenter, l'esclavage, c'est une question qui est en débat, donc soit dans un tribunal, soit devant le Congrès. Ce sont des Blancs qui légifèrent pour des Noirs qui sont cantonnés en fait à un rôle de témoin de leur histoire. Voilà. Ce qui est bien différent, notamment du film de Steve McQueen, 12 Years a Slave, dont on va parler tout de suite. Je tiens quand même à souligner que, mais ce n'est pas un film qui parle de l'esclavage, mais plutôt de la période après de la reconstruction. Steven Spielberg, dans La couleur pourpre, film des années 80, met en scène des personnages d'anciens esclaves en prenant tout à fait leur point de vue et avec une attention très particulière aux personnages féminins. Donc c'est propre aussi à Amistad et Lincoln. 12 Years a Slave, c'est une manière pour nous d'ouvrir cette 4e période qui serait les années Obama. J'ai tenté, vous avez vu à chaque fois, d'associer une période à une évolution sociétale américaine, donc après la ségrégation, les droits civiques, les institutions. Là, on passe aux années Obama qui correspondent en effet à une recrudescence de films sur l'esclavage. Donc Lincoln est aussi sorti à ce moment-là. Django, dont on parlera plus tard, est sorti également à ce moment-là. Et là, vous avez 12 Years a Slave, Birth of a Nation, sorti sous la 2e mandature d'Obama. Harriet est sorti un petit peu plus tard, mais s'inscrit dans ces films qui sont construits du point de vue des esclaves. Et en fait, c'est des films qui sont tous les 3 des adaptations de récits autobiographiques d'esclaves, ce qu'on appelle des slave narratives, qui sont des récits qui ont été souvent utilisés par les abolitionnistes aux États-Unis pour justement témoigner des horreurs de l'esclavage. Et donc, c'est des films qui vont parler de la vie dans les plantations et en détail, de manière très documentée, et en montrant le caractère horrifique terriblement dur des châtiments exercés sur les populations esclaves. Et Steve McQueen, s'il réalise le film 12 Years a Slave, c'est parce qu'il considère, lui, qu'il y a un vrai manque dans le cinéma américain aussi sur cette question. Lui est britannique, c'est un film, une production britannique et américaine. Il parle de Hole in the Canon pour parler justement de ce manque de films autour de la question
de l'esclavage dans le cinéma américain. Voilà. Donc, il y en a quand même quelques-uns, hein, c'est ce qu'on voit, mais finalement assez peu par rapport à d'autres sujets qui auraient été plus traités dans l'histoire du cinéma américain, comme par exemple la guerre du Vietnam, etc. Et donc les films ont tendance à devenir assez emblématiques. C'est ce qu'on a vu sur les précédents films que je vous ai montrés, qui ont chacun marqué l'esclavage, marqué le cinéma américain. Ce qui est intéressant, c'est de voir comment les films se répondent les uns les autres, et comment chaque film se construit, chaque film autour de l'esclavage se construit avec bien en mémoire tous les autres films qui ont été faits. Donc Steve McQueen, donc il nous met dans la peau de, enfin il nous met dans la peau, il met il filme l'aventure, la mésaventure plutôt, de Solomon Northup, donc c'est une histoire vraie, hein, qui est un homme noir libre de l'État de New York, qui se retrouve à être capturé en 1841 et conduit et réduit en esclavage en Louisiane, où il restera 12 ans, 12 years, jusqu'en 1853, date de la parution du récit de sa captivité. Et donc, c'est ce que lui dit ses ravisseurs: tu n'es pas un oblique, tu es un esclave de la Géorgie, puisqu'à ce moment-là, ils sont en Géorgie avant d'être vendus. L'idée aussi de prendre un personnage qui est au départ un homme libre assez bourgeois, il faut le dire, c'est de faciliter l'identification avec le spectateur qui, comme Solomon, qui n'est pas né esclave, découvre l'horreur de l'esclavage, avec l'assujettissement des hommes et des femmes noirs, leur exploitation et la destruction de leur corps. Et ça, c'est ce qu'on voit. C'est un film qui a fait énormément réagir autour je vous avais dit à quel point les coups de fouet étaient un motif visuel très fort. Et là, c'est un motif qui est poussé à l'extrême par Steve McQueen. Donc, je vous ai épargné les scènes où on les voyait de près, en gros plan. Et donc, vous voyez Patsy, donc la jeune femme qui est jouée par Lupita Nyong'o, de dos, et vraiment son dos est entaillé comme l'a été celui de Solomon Northup pendant sa capture. Et il y a des critiques qui ont été jusqu'à reprocher à Steve McQueen une certaine, en fait, d'avoir fait ce qu'on appelle un torture porn, donc en fait un film qui vraiment serait dans une forme d'esthétisation d'une violence et d'horreur montrée à outrance. Voilà, mais qui sont aussi liés au passé vidéaste de Steve McQueen, qui a dans ses films précédents aussi mis en scène des corps à l'épreuve, etc. Ce qui est intéressant, moi je trouve, c'est quand même qu'en filmant la flagellation dans la durée, et ce qui est un peu le cas déjà dans Roots, on se rend compte vraiment de la douleur et de l'horreur des personnages. De la douleur et de l'horreur vécue par les personnages. Et leur corps est vraiment très important dans ce film-là. Donc, c'est un film qui est extrêmement complet dans sa représentation, qui est très documenté, avec beaucoup de minutie sur la vie des esclaves. Et ce qui a pu aussi être critiqué lors de la sortie du film, c'est en fait l'association entre cette violence. Donc là, vous avez un plan, Solomon Northup est de dos, à demi étranglé, et la végétation autour est luxuriante. En fait, il y a cette violence insoutenable à l'écran, et en même temps, un environnement qui est magnifié, esthétisé, avec cette plante que vous voyez, que vous avez peut-être vue au cinéma pendant l'Étoile filante, qui est une espèce de plante grimpante sans racines, qui s'appelle le Tillandsia, et qui est caractéristique des paysages de Louisiane et qu'on retrouve dans vraiment énormément de films autour de l'esclavage. Et en fait, on a le sentiment que Steve McQueen, mais un peu sur des jalons posés par un film comme Autant porte le vent, dans une espèce de grandeur, de magnificence du Sud antebellum, a du mal à se départager de ça, ou en tout cas, sinon assume en tout cas de montrer à la fois une violence et un environnement qui est vraiment magnifique et une nature resplendissante tout au long du film.
L'intérêt du film, et ça fait partie, vous avez compris, en filigrane de cette intervention, je trouve que ce qui est intéressant aussi dans certains films, outre des motifs enfin, montrer les sanctions qu'encouraient les esclaves, c'est aussi de montrer à quel point le système esclavagiste est un système économique sur lequel repose le pays. Et donc, en fait, c'est un des rares films. Il y a beaucoup de films qui montrent la collecte du coton directement dans les champs de coton. Vous aviez vu la première image de mon slide, c'était des champs de coton tachés de sang. Donc ça, c'est une image de Django. Non, là, ce qui est intéressant, c'est que ça montre la pesée du coton, et donc la pression mise sur les esclaves dans cette collecte. Voilà. Et donc, le film raconte, enfin je veux dire, est minutieux aussi dans sa retranscription des logiques économiques et financières à l'œuvre dans la collecte du coton. Et c'est pour beaucoup un des films les plus réussis sur l'esclavage. Alors, il y a quand même un truc qui pose problème, c'est le personnage de Brad Pitt. Il se trouve que le film est produit par Brad Pitt. Et a eu beaucoup de succès. C'est un film qui a eu l'Oscar du meilleur film, du meilleur réalisateur au moment de sa sortie, enfin, en 2013. Et Brad Pitt, en fait, joue un personnage de charpentier qui, lui, serait plutôt anti-esclavagiste et qui se retrouve à se promener dans ces territoires du sud des États-Unis. Et en fait, il va accepter de poster les lettres de Solomon Northup pour qu'on vienne le chercher. Et en fait, Solomon Northup est ensuite libéré par un marshal du coin. Mais il y a quand même l'idée que la libération de l'esclave passe par un homme blanc et pas n'importe lequel, puisqu'ici, c'est Brad Pitt. Voilà. Donc, c'est aussi... Enfin, vous allez voir qu'on n'a pas encore atteint le stade où on peut définitivement se débarrasser de l'homme blanc dans un processus émancipatoire. C'est ce que tente de faire avec beaucoup de violence Nate Parker. Nate Parker, donc c'est le réalisateur de The Birth of a Nation, un titre évidemment lourd de sens et de symbolique, qui réalise en 2016 un film avec une drôle d'histoire. Qui, en fait, c'est un film qui est sorti dans un contexte, enfin, qui a été produit, qui a commencé sa vie dans le contexte de polémique autour des Oscars. Il y avait ce hashtag Oscars so white, trop blanc, tellement blanc. Et donc, Birth of a Nation a attiré beaucoup l'attention. En plus, il a gagné les prix principaux au Festival de Sundance, mais a été coupé dans sa course par un élément sur lequel je reviendrai un petit peu plus tard. Et en tout cas, il met en scène le personnage de Nat Turner. Donc, c'est une adaptation du récit. Donc, c'est encore un slave narrative, ou plutôt, c'est presque ce qu'on appelle dans la littérature américaine a criminal confession, ou même littérature, ça, donc, confession criminelle, on peut même parler de littérature de potence, puisqu'il s'agit d'un récit qu'a fait Nat Turner à un avocat blanc du Sud au cours de son emprisonnement avant son exécution. Et donc, il raconte dans ce livre la révolte qu'il a menée en 1831. Excusez-moi, je vérifie. Oui, c'est ça, 1831 en Virginie. Et donc, il explore en fait les modes de résistance des esclaves à travers le récit d'une révolte sanglante et surtout le portrait charismatique de Nat Turner qui est interprété par le réalisateur Nate Parker. Alors, ce film est extrêmement intéressant parce que c'est déjà une adaptation d'un récit et on peut voir quelle largesse il prend ou non avec ce récit. Le récit Confession de Nat Turner, qui a d'ailleurs été repris par William Styron dans les années 60. Voilà, ça avait fait un peu scandale parce que c'est un récit qui avait été fait par un homme blanc issu d'une famille esclavagistes, voilà. Et donc, Nate Parker entend vraiment faire table rase par rapport à ces représentations-là et vraiment redonner toute sa place
à la figure de Nat Turner dans le récit, alors qu'il aurait pu faire un film choral par ailleurs. Bon, il se trouve que le personnage de Nat Turner, enfin, cet homme-là, a été très rapidement désigné comme un élu par, par la communauté d'esclaves dans laquelle il évoluait, avec des marques sur son corps, c'est ce qui est mentionné dans le livre, qui laisserait penser qu'il a un rapport vraiment particulier avec Dieu. Et ce qui est intéressant avec ce film, c'est qu'il nous permet de parler aussi de la place de la religion dans les films autour de l'esclavage et dans la vie des esclaves. Et donc, il se trouve que ce jeune garçon a aussi des facilités à la lecture, qu'il est pris sous son aile, ou plutôt arraché à sa mère par la femme du planteur qui lui apprend à lire avec la Bible. Et donc, il a une espèce de destinée, enfin, on le dit promu à une forme de destinée au sein de la communauté esclave. Alors, il se retrouve à cueillir du coton, et là, j'ai trouvé que c'était un plan intéressant de pouvoir figurer la cueillette du coton, où on voit des mains d'enfants dans un plan, et dans le plan suivant, ce sont des mains d'adultes, et c'est une ellipse temporelle qui est faite comme ça, où on retrouve du coup ce personnage qui est à la fois réalisateur, acteur, et qui incarne, donc c'est Nate Parker qui incarne Nat Turner, qui en fait prêche au sein de sa communauté, au sein de sa plantation, et il va être embauché par d'autres planteurs pour aller prêcher la soumission dans d'autres plantations. Et il va se rendre compte de l'horreur que peut être l'esclavage dans d'autres plantations. Et lui, il va être du coup forcé d'interpréter la Bible dans le sens de la soumission. Et c'est un des enjeux de plusieurs films, y compris de 12 Years a Slave, où le personnage incarné par Michael Fassbender, qui est le planteur, cite la Bible dans des passages qui pourraient laisser croire qu'elle justifie l'esclavage. Donc, quand je vous parlais de la découverte des horreurs, en fait, il y a une question, quand on parle de représentation de l'esclavage, est-ce qu'on a le droit de représenter l'esclavage? Est-ce qu'on peut le représenter? C'est des questions qui se sont posées de la même manière pour le cinéma sur la représentation de la Shoah. Donc, est-ce qu'on peut, est-ce que c'est pas tellement indescriptible qu'il ne faut pas le représenter? Peut-être que ça a conduit certaines personnes à ne pas faire de films, mais en tout cas, dans les films de la période Obama, il y a une volonté de représenter les sévices des maîtres sur leurs esclaves. Et bon, là, je vous ai montré vraiment le début de la séquence en haut, où vous voyez deux esclaves qui refusent de s'alimenter, auxquels on va par la suite casser les dents à coups de burin et gaver avec un entonnoir. Donc, c'est aussi des scènes d'une extrême violence qui reflètent évidemment la violence de l'époque. Et on voit la volonté de Nate Parker de construire un autre récit que celui de Naissance d'une nation, dont il partage le titre. Les autres atrocités qu'on ne voit pas à l'écran, mais qui sont racontées, c'est le viol des esclaves noirs par des maîtres blancs. Et en fait, c'est ce viol-là, c'est là un lien peut-être fortuit de Birth of a Nation avec Naissance des Nations, mais ce viol va fédérer les hommes noirs et les pousser à la révolte, dans le film, hein, j'entends, comme la tentative, la soi-disant tentative de viol dans Naissance d'une nation de Griffith avait fédéré les hommes blancs autour du Ku Klux Klan. Et donc, en fait, on voit que ça, c'est un travers, moi, je pense, de beaucoup de films sur l'esclavage. On voit que c'est souvent l'atteinte à la masculinité qui entraîne la révolte. Et souvent, c'est voilà, l'idée qu'il y a un devoir pour les esclaves noirs de protéger pour les hommes esclaves noirs de protéger les femmes dont justement voilà, qui sont violées par leur maître. Et ici, il y a deux viols différents, celui de la femme de Nat Turner et de son amie Esther et Cherry. La femme de Nat Turner est défigurée. Et voilà, c'est vraiment ça qui provoque la rage du personnage principal. Et donc un personnage principal qui décide de se rebeller, qui du coup utilise la Bible, enfin se rend compte que la Bible aussi permet de prêcher contre l'esclavage.
et commet une faute, enfin peut-être qu'il le fait délibérément, en baptisant un homme blanc. Donc il inverse la relation de supériorité entre l'homme blanc, enfin, les blancs et les noirs en baptisant un homme blanc, et c'est ce qui le conduira à être fouetté. C'est ce qu'on voit sur les 2 images du bas, dans une posture un peu christique, voilà, qui est un peu christique et qui est poursuivi dans le film. Donc je vous parlais de... C'est dommage parce que c'est un film... Dans le livre, c'est beaucoup plus les visions religieuses, les visions et les moments d'épiphanie de Nat Turner qui le conduisent à se révolter, que finalement un motif personnel. Et donc le film, dans une logique un peu hollywoodienne aussi, un récit avec un personnage de héros très fort, voilà. Du coup, vous voyez la femme de Nat Turner qui lui dit « Si le Seigneur veut que tu te battes, tu dois te battre ». Et donc, il va aller se battre et aller tuer son maître et déclencher une révolte avec de nombreux autres esclaves, voilà, dans une espèce de scène aux couleurs saturées pour faire ressortir la croix et le caractère un peu christique de cette épopée. Sachant que en fait, la révolte qu'on voit dans le film est assez courte par rapport au temps du film, alors qu'on s'attendrait à la voir très longue. Vous voyez, voilà, il y a une vraie scène de révolte face à face, où ils vont se faire évidemment décimer par les, 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 les sudistes, enfin les sudistes, les planteurs et les hommes de main qu'ils ont engagés. Et en fait, normalement précède ça, enfin, on le voit un peu dans le film, une série de massacres et d'exécutions, d'assassinats dans les plantations environnantes. Et dans le livre, si vous le lisez, c'est systématique. En fait, Nat Turner lui-même tue assez peu de monde. Il tue simplement une femme, mais ne tue pas son propre maître. Mais en revanche, la troupe d'esclaves qu'il mène tue de manière très systématique hommes, femmes et enfants dans toutes les plantations avoisinantes. Donc le film, dans sa tentative de radicalité, est finalement moins radical que ne l'était le récit, le slave narrative, qui est Confession de Nat Turner. Et donc c'est problématique, évidemment, dans sa représentation. Par ailleurs, avant de passer à Harriet, en fait, j'avais dit que je reviendrais sur le contexte troublé de sa sortie. Donc c'est un film qui place le viol au cœur de la motivation de son personnage principal à se rebeller. Et malheureusement, je veux dire, malheureusement pour la sortie du film, mais enfin, il se trouve que le personnage de Nate Parker, c'est un peu un comble, est lui-même impliqué dans une affaire de viol qui ressort au moment de la sortie du film. Et donc, c'est paradoxal de faire un film comme celui-ci quand on est soi-même plus impliqué de près ou de loin dans une affaire de viol qui conduira le film à un échec cuisant alors qu'il était prédestiné, enfin tout le monde l'attendait comme en fait l'Oscar du meilleur film. Ce qui par ailleurs, ce que le film ne mérite pas d'un point de vue formel pour différentes raisons sur lesquelles on ne va pas s'attarder parce qu'il nous reste 18 minutes de conférence pour aborder les films restants et passer à un film qui n'est pas sorti en salle, lui, mais pas pour de mauvaises raisons. Enfin, je trouve que c'est dommage qu'il ne soit pas sorti en salle, mais il est sorti directement en VOD. Il n'y a pas eu de problème autour du réalisateur, puisque c'est une réalisatrice, Cassie Lemons, qui réalise Harriet, un film de 2019, et qui un personnage qui a des similitudes avec Nat Turner. C'est aussi une histoire vraie, basée sur un récit d'esclave. Elle aussi, elle a des visions christiques, et donc, dans le film, elle semble pouvoir prédire deviner une forme de futur immédiat. Et en même temps, le film est nettement différent puisqu'il ne s'agit pas d'hommes qui viennent à la rescousse de femmes qui sont abusées, mais c'est une femme qui décide de se sauver, pour sauver sa peau, qui décide de ne pas emmener son mari pour l'épargner, qui va réussir sa fuite. Et donc, c'est un personnage hors norme, le personnage d'Harriet Tubman, qui est une femme qui a eu 1000 vies, qui a sauvé beaucoup d'esclaves, qui a servi comme espionne, on l'a vu à l'occasion du Black Battalion, et qui a milité pour le vote des femmes, qui a été suffragette.
Et donc, c'est un personnage incroyable qui méritait bien un film, le voici, qui est un film assez explicatif, mais qui du coup donne des détails vraiment éclairants sur l'esclavage. Elle quitte sa plantation, se retrouve dans le nord, mais avant de partir, elle a peur d'être vendue et elle a cette phrase: ils vont me vendre au bas de la rivière d'où personne ne revient jamais. Et ça aussi, c'est un motif qui revient très régulièrement dans les films d'esclavage. C'est l'idée que plus vous êtes vendu bas, enfin au sud du Mississippi, plus la situation, plus les conditions d'esclavage sont rudes. Voilà. Et en fait, c'est toujours une crainte de finir en Louisiane, l'État avec l'embouchure du Mississippi. Et par ailleurs, en fait, les planteurs donc les propriétaires d'esclaves de la plantation dont elle vient de s'échapper ont des problèmes d'argent. Ils en discutent entre eux après la mort de leur père. Tu aimerais mieux garder les esclaves et vendre la ferme? Et elle répond: notre stature dans cette communauté est mesurée en nègres. Et donc là, on voit bien à quel point le fait de posséder des esclaves est aussi important pour les propriétaires du Sud dans la hiérarchie sociale et l'image qu'on peut avoir d'eux au sein de leur communauté. Donc là, on a vraiment des planteurs qui sont en déclin, puisqu'ils ont du mal à joindre les deux bouts pour conserver leur ferme. Et donc, c'est cette ferme-là dont elle s'est échappée. Et en s'échappant, elle va réussir à le rejoindre. Donc, au départ, elle fait un petit trajet. Je crois que c'est du Maryland à la Pennsylvanie. Et elle rejoint la société anti-esclavagiste de Pennsylvanie. Et là encore, comme on avait pu commencer à le voir dans Lincoln, on a vraiment des personnages d'abolitionnistes qui ont des rôles principaux et toute la société abolitionniste qui est décrite avec ce personnage qui l'accueille, qui recueille les récits d'esclaves. Et c'est ainsi que, par la suite, ils peuvent être publiés et éveiller les consciences autour de l'esclavage. Je vous disais, film explicatif, mais qui traite de sujets qu'on voit peu ailleurs, pour l'instant en tout cas. Donc il y a, peut-être avez-vous entendu parler de l'Underground Railroad, qui était un système, c'est au sens figuré, mais de passeurs qui permettait aux esclaves de s'enfuir. Et donc elle arrive au sein de cette communauté, après son arrivée dans le Nord, enfin en tout cas elle y est intégrée, qui sont ces gens, les organisateurs et les membres du chemin de fer clandestin, Underground Railroad, destiné à aider les esclaves à s'échapper de la servitude. On reviendra là-dessus à la toute fin de cette intervention sur l'Underground Railroad. Et en fait, donc Harriet Tubman, elle va s'inscrire au sein de cette organisation, elle va contribuer à sauver des esclaves, donc elle va retourner dans le Sud et aller en chercher. Et elle est inquiétée dans le film parce que le Congrès adopte le Fugitive Slave Act, qui permet aux chasseurs d'esclaves de pourchasser les esclaves dans tous les États de l'Union, comme le disent les captures à l'écran. Et ça, c'est terrible pour tous les esclaves qui ont fui, puisqu'ils doivent fuir encore plus au nord pour échapper aux chasseurs d'esclaves, ou alors ils sont protégés par des abolitionnistes. Et on voit que, du coup, c'est un acte qui date de 1850. Puisque elle s'est échappée en 1849, on voit que c'est un peu les derniers soubresauts aussi d'une institution esclavagiste où les esclaves commencent à s'enfuir à tel point qu'il est nécessaire d'adopter le Fugitive Slave Act au Congrès, même si ces fuites d'esclaves sont à relativiser, puisqu'au moment de la guerre civile, encore 4 millions d'Afro-Américains sont réduits en esclavage aux États-Unis. Voilà pour Harriet. Peut-être un dernier mot pour dire quand même que c'est l'un des seuls films réalisés par une femme, et une femme noire qui plus est, avec un personnage principal féminin, et ça change quand même énormément par rapport aux précédents récits qui ont été mis en image, que ce soit Solomon Northup ou Nat Turner.
dans le dernier acte de cette conférence, j'ai associé Black Lives Matter, le mouvement qui est démarré en 2013, à Django Unchained, donc un film de 2012, mais vous allez comprendre pourquoi. Donc Black Lives Matter, révolte et film d'exploitation. Donc là, on est vraiment dans une reprise du pouvoir par des personnages esclaves dans des films qui jouent avec des genres cinématographiques. Django avec plusieurs, Antebellum avec le film d'horreur majoritairement. Donc d'abord Django. Et puis non, avant de partir sur Django, aussi pour dire que dans ces deux films-là, il faut dire que c'est des esclaves qui se révoltent et contrairement à Nat Turner qui échappent à la potence et qui sont incarnés par des grandes figures à la fois du cinéma et de la musique. Donc vous avez Jamie Foxx dans Django et Janelle Monáe dans Antebellum qui est sorti à la rentrée. Et donc là, on voit bien comment parfois le film de genre, le film d'exploitation, peut questionner le réel grâce à des libertés narratives très fortes qui ne peuvent pas être celles liées à une adaptation de récits d'esclaves, un film qui se veut historiquement très juste, comme le sont les films précédemment évoqués. Django Unchained, c'est une adaptation d'un western de 1966 de Sergio Corbucci par Quentin Tarantino, une représentation du système esclavagiste de façon carnavalesque, complètement anachronique à certains moments, avec deux personnages centraux, Christopher Waltz, qui joue Schultz, Dr. Schultz, un chasseur de primes, et Django, qui est un esclave auquel il donne sa liberté et qui vont essayer d'aller libérer la femme de Django retenue captive chez Monsieur Candy, joué par Leonardo DiCaprio, accompagné par son majordome incarné par Samuel L. Jackson. Alors, il y a un vrai processus de dévoilement à l'œuvre dans Django, de la même manière que les autres, mais peut-être encore plus loin que les autres films qui vont parler des horreurs de l'esclavage, etc., puisque, par exemple, sur la notion du fouet, donc le film commence par cette image où on voit le dos marqué de Django, et en fait, il y aura assez peu de coups de fouet montrés, et on voit que quand on rencontre Django, voilà, il y a ce dévoilement, c'est-à-dire qu'il enlève le tissu qui lui recouvre l'épaule et montre un peu avec fierté ce dos couvert de blessures, synonyme de la résistance dont il a fait preuve face aux esclavagistes. Un dos qui est montré avec beaucoup moins de fierté lors de... Ça, c'est la compagne de Django qui s'appelle Brunhilde, prénom allemand, voilà, dont on exhibe le dos à la réception à Candyland, la plantation de DiCaprio. Je vous parlais de films d'exploitation, il y a une esthétique, notamment dans les flashbacks, qui est vraiment très liée à ces films, notamment de la blaxploitation, avec ses couleurs, ses filtres, et donc qui sont utilisés pour mettre en scène des exactions, des atrocités subies à la fois par Django et par sa compagne, qu'on voit marquée au fer rouge, lui aussi l'a été, et qui est fouetté. C'est l'une des seules scènes où un noir se fait fouetter, puisque le film renverse les motifs, et c'est là tout son intérêt. On va l'évoquer juste après. Un autre motif, il ne reste plus que 5 minutes, il faut que je me dépêche un petit peu. D'autres révélations. Je vous avais parlé de l'héritage et de la filiation dans laquelle s'inscrit Django Unchained par rapport à Mandingo. Il se trouve qu'il y a effectivement des combats d'esclaves particulièrement abjects dans Django Unchained. On voit DiCaprio dire que c'est une bonne partie de fun, ce combat qui se déroule dans un salon, il est en train de boire du champagne dans un canapé. Et par ailleurs, Jamie Foxx est torturé exactement de la même manière que le personnage dans Mandingo, suspendu par les pieds. Voilà, des images qui sont difficilement soutenables, encore une fois, dans Django Unchained.
notamment parce qu'il pousse, en fait, je vous avais dit, donc, autant les coups de fouet, ils considèrent peut-être que ça a été déjà montré, autant sur la question des chiens, vraiment, les chiens qui poursuivent les esclaves en fuite, c'est un motif qui revient constamment. Et donc là, je vous ai mis un exemple dans L'Esclave libre, parce que c'est un des premiers films où je l'ai aperçu, et c'est Sidney Poitier qui se fait courser par des chiens. Dans Django, donc les chiens ont rattrapé un esclave en fuite qui va être déchiqueté, mais Tarantino aurait pu nous montrer voilà, cette scène atroce dans une effusion de sang, et en fait, il préfère la montrer à travers le regard choqué du docteur Schultz, qui, pour le rappeler, quand même un chasseur de primes qui vraiment est capable de tuer un père à côté de son enfant sans problème. Et là, qui pour le coup est choqué par la brutalité et la violence de l'exploitation, de la plantation de M. Candy. Après, ce qui est intéressant, c'est qu'on a dit qu'il y a une poursuite des motifs, et il y a aussi un détournement de ces motifs ou la création de nouveaux motifs visuels. Par exemple, Django est un esclave qui devient un omni, mais qui se déplace à cheval, et ça suscite une énorme réaction autour de lui. Et c'est ce qu'il dit, ils n'ont jamais vu d'esclaves à cheval avant. Et par ailleurs, le fouet, et c'est un peu la première fois qu'on voit ça, mais peut-être que c'est déjà apparu dans quelques films des années 1910, mais en tout cas, on a un esclave qui est déguisé en valet, donc il y a un truc quand même très bouffon aussi dans cette scène-là, et qui fouette lui-même des marchands d'esclaves. Voilà, c'est très important, cette scène-là est assez symbolique de ce retournement de situation. Un retournement de situation aussi dans la figure de l'oncle Tom, qui d'habitude est plutôt quelqu'un qui est bienveillant, et c'est un peu pour ça qu'il est condamné, et qui là devient un personnage abject qui est joué par le personnage joué par Samuel L. Jackson, et qui donne un peu un double, qui permet d'éviter la confrontation. Enfin, disons qu'il y a deux duos de personnages du coup qui se forment, Samuel L. Jackson, DiCaprio, Christopher Waltz, Jamie Foxx. Mais ce personnage d'oncle Tom cruel est assez inédit aussi dans les représentations. C'est un film qui détourne et aussi qui se moque beaucoup, et qui se moque beaucoup des personnages blancs, notamment dans sa représentation du Ku Klux Klan, donc on a assez peu abordé, mais parce que c'est plutôt postérieur à l'esclavage, mais j'en parle parce que c'est figuré dans Django, où il y a un gros problème de masques à travers lesquels on voit rien, etc. Et ils passent pour des demeurés, les croisés, les espèces de croisés du Ku Klux Klan, avec une référence un peu, évidemment, à la naissance d'une nation. Il y a ces croisés qui retirent et mettent leur masque. Et je vous ai mis aussi 2 captures de la série Watchmen, parce que, en fait, Don Johnson, le personnage qui joue Big Daddy et qui est à la tête du Ku Klux Klan dans Django Unchained, est aussi secrètement un ancien Klansman dans la série Watchmen, qui questionne la question raciale aux États-Unis dans une série de science-fiction. Alors, pour poursuivre et terminer sur Django, c'est un film qui va plus loin que les autres, de 2 manières. Historiquement, il va plus loin avec davantage, je trouve, de facteurs explicatifs, et notamment, il y a un cours de phrénologie, qui est cette science de l'étude des crânes, qui a conduit à faire des distinctions scientifiques entre les races à partir de l'étude des crânes. Et c'est une scène terrifiante où Leonardo DiCaprio découpe un crâne à table pour expliquer la différence du crâne d'un homme noir et d'un homme blanc. Et narrativement, le film va beaucoup plus loin, puisqu'il permet la vengeance d'un esclave, qui est joué par Jamie Foxx, dans une scène de fusillade monumentale où les murs sont recouverts de sang. Et c'est dans les cahiers du cinéma à la sortie du film où Jean-Philippe Tessé écrivait que c'était un peu comme le sang des esclaves qui sortait des murs, cette maison qui suait le sang de tous les esclaves qui étaient passés par là. Après, voilà, c'est un film qui est très très intéressant, peut-être l'un des plus intéressants pour aborder l'esclavage à l'écran. Mais en revanche, c'est un film qui conserve certains
certaines parts des films précédemment évoqués, à savoir l'idée du chevalier noir, ici, mais de l'homme qui vient sauver une princesse. Alors, il faut dire que dans Django Unchained, c'est volontairement construit autour d'un conte allemand, puisque le personnage de la femme de Django s'appelle Brunhilde. Et voilà, on voit, il lui fait la cour sur son cheval à la fin du film, et il y a quand même cette idée que c'est Django qui doit la sauver. Voilà. Un film, d'ailleurs, qui est considéré par certains comme le meilleur sur l'esclavage, et d'autres vraiment virulemment critiqué, notamment par Spike Lee, qui critique la façon, les libertés qu'a prises Leonardo DiCaprio dans la représentation de l'esclavage. Il est 19h59, il me reste un film à analyser, ça va aller assez vite. Et donc, je parlais de cette question du chevalier salvateur, sauveur, qui aide l'esclave, la femme noire à s'en sortir. Eh ben, il y a une femme noire esclave qui s'en sort toute seule. Et ça, c'est présenté dans Antebellum. Antebellum, qui est un film avec un gros twist. Donc, si vous ne voulez pas l'entendre, vous pouvez vous arrêter là. C'est un film qui est produit par les producteurs de Jordan Peele, réalisateur de Get Out et Us. Donc, c'est un réalisateur noir américain qui est l'un des meilleurs dans son analyse et sa représentation de la question raciale à travers des films de genre. Il le fait avec beaucoup d'acuité. C'est un film qui est centré autour du personnage de l'actrice Janelle Monáe, qui est aussi chanteuse et activiste, et qu'on a vu d'ailleurs dans Harriet, puisqu'elle joue une abolitionniste qui s'occupe de la soigner à son arrivée. Et donc là, je ne vous mettrai pas d'image de la fin, mais simplement le plan séquence du début, qui pour moi montre comment le film a digéré tout le reste des films sur l'esclavage. C'est-à-dire qu'on commence dans cette vision magnifiée du sud, des États-Unis, des plantations, avec cette lumière tombante, qu'on associe avec les plantes que je mentionnais tout à l'heure, les talentia qu'on voit ici, et des soldats. On aperçoit rapidement, tout ça c'est un long plan séquence, on aperçoit rapidement des soldats qui sont des soldats confédérés, qui nous conduisent aux esclaves qui sont en train de monter une tente probablement pour une réception, des esclaves qui se tiennent très droites par peur probablement d'être réprimés, et qui se tiennent devant du linge qui sèche blanc en coton. Donc là, la symbolique est très forte. À la suite de quoi le drapeau confédéré est hissé. On voit un bâtiment qui fume et qui aura une importance particulière dans le film par la suite. Et une femme qui est transportée sur un cheval qui semble être évanoui. On suit cette femme transportée. On est passé du coup des plantations aux salles de réception aux toiles à un autre espace qui correspondrait au baraquement dans lesquels habitent les esclaves, qui est vraiment aussi un motif visuel, géographique, spatial fort des films autour de l'esclavage. Et donc on poursuit cette incursion, et on se rend compte que c'est le personnage principal qui est évanoui, c'est Janelle Monáe, qui ouvre les yeux pour assister à quoi? Pour assister à la fuite, tentative de fuite d'une esclave qui visiblement était proche de cet homme qui a déjà fui, puisqu'il porte des clochettes autour du cou, et qui sera assassiné directement en ouverture du film. Ouverture très brutale, mais qui comprend bien l'ambivalence qu'il y a pu avoir dans les représentations de l'esclavage. Et par la suite, il se trouve que Antebellum est un film qui n'est pas une uchronie, mais c'est un film qui joue sur deux époques. Un même personnage vit au moment de l'esclavage et est soumis et réduit en esclavage, et par ailleurs est une femme noire puissante qui donne des conférences sur l'empowerment, etc., dans l'Amérique d'aujourd'hui. Et on va comprendre au fur et à mesure du film, en fait, elle est capturée alors qu'elle termine une conférence en Louisiane,
et elle est prisonnière, et ça c'est ce qu'on ne sait pas au début, vous pouvez vous boucher les oreilles si vous ne voulez pas savoir, elle est prisonnière d'une plantation reconstituée par des suprémacistes blancs aujourd'hui, non loin d'un terrain de bataille où s'exercent des gens qui s'amusent à remettre en scène des combats de la guerre de sécession, comme il peut y avoir aux États-Unis. Et donc, c'est un film qui mélange les périodes complètement, qui brouille les pistes et qui évoque la question du suprémacisme blanc, qui est très lié au Ku Klux Klan et à une certaine nostalgie du Vieux Sud. Et pour moi, c'est aussi un film qui peut être relié à ce qu'on appelle l'épigénétique, à l'idée que finalement les traumatismes vécus par les esclaves sont inscrits dans les gènes des hommes et femmes noirs qui sont les héritiers d'anciens esclaves. Et c'est pour ça que c'est un film très intéressant, et aussi avec la révolte d'un personnage féminin en fin de film qui décide de s'enfuir et qui réussit. Tout ça, évidemment, sans l'aide d'une figure masculine pour l'accompagner. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute et je termine quasiment cette conférence sur en fait la citation qui ouvre Antebellum, The past is never dead, it's not even past, le passé n'est jamais mort, il n'est même pas passé, de William Faulkner, parce que pour moi c'est une bonne citation pour évoquer la représentation de l'esclavage dans des films qui parlent directement de ça ou qui en parlent de manière plus détournée, qui n'ont pas été évoqués ici ce soir. J'aimerais vous montrer un extrait rapide, parce que je n'ai pas eu le droit de vous montrer d'extrait, mais j'en ai quand même sélectionné un tout petit qui parle sur un film qui n'évoque pas directement l'esclavage, mais qui est un film de 1984 du cinéaste indépendant John Sayles qui s'appelle The Brother from Another Planet, où un homme noir qui était réduit en esclavage sur une autre planète déboule en France et se retrouve dans Harlem, dans le Harlem des années 80. Il ne peut pas parler, mais il se retrouve dans un musée où une guide évoque Harriet Truman et tente d'expliquer sa condition d'esclave à un jeune garçon sans parole. Ça dure 50 secondes. Je vous laisse regarder ça et je vous donne quelques références si vous avez envie de poursuivre l'analyse de ce sujet. Alors, si vous n'avez pas le son, c'est pas grave. On a juste une voix de la conférencière qui évoque les faits d'armes d'Harriet Tubman, mais le personnage principal ne parle pas. Il se contente de regarder des illustrations. C'est une scène qui est très belle. Et voilà. Voilà la fin de cet extrait. Et la fin de cette conférence, voilà, je voulais quand même passer un tout petit bout d'image animée. Et puis ça permettait d'évoquer la transmission qui est au cœur évidemment de l'Unipop. Juste avant ça, je vous ai montré une citation de William Faulkner. Alors William Faulkner, vous allez voir, je fais des liens un peu dans tous les sens, a obtenu 2 fois le prix Pulitzer. Qui d'autre a obtenu 2 fois le prix Pulitzer? Colson Whitehead l'a obtenu avec un livre notamment qui s'appelle Underground Railroad, où il fait de ce réseau clandestin un vrai réseau de chemin de fer. Et ça, il faut savoir que ce livre va être adapté en série, a été adapté, ça va sortir sur Amazon Prime par Barry Jenkins, donc un grand cinéaste nord-américain. Barry Jenkins, c'est celui qui a fait Moonlight, où Sybil Street savait parler. Sybil Street savait parler. Donc c'est quelque chose qu'on attend avec impatience, enfin que j'attends avec impatience et qui permettra de poursuivre cette réflexion. Si vous souhaitez la poursuivre de votre côté, je vous conseille 2 émissions de radio, l'une sur France Inter, c'est l'émission de Jean-Baptiste Toré, Pendant les travaux, le cinéma reste ouvert,
qui s'intitule « Pourquoi Hollywood a mal à l'esclavage ». Sur France Culture, vous pouvez écouter une émission d'Entendez-vous l'écho sur l'esclavage ou le modèle du Sud. Par ailleurs, si vous souhaitez en savoir plus sur le film Amistad, sachez qu'un ciné-dossier a été réalisé par Boris Barbieri pour le Festival du film d'histoire, et vous pouvez le commander si vous le souhaitez. Et pour une approche universitaire de la question, je vous conseille le numéro de la revue d'études américaine Transatlantica, l'esclavage à l'écran. Alors, si vous souhaitez poursuivre immédiatement, vous pouvez faire une séance en VOD et donc regarder Harriet, qui est quand même un film très chouette sur des questions de représentation qui est très abouti, de Casey Lemons. Vous le trouverez sur toutes les plateformes VOD, où je sais que ce soir commence sur Histoire TV une série pilotée par Samuel L. Jackson qui s'appelle Esclavage, où il revient sur ses origines africaines et notamment retrouve des bateaux négriers avec des équipes de plongée. Voilà. Donc, l'esclavage, de toute façon, est un réservoir de documentaires, mais surtout, comme on l'a vu ce soir, de fiction, avec toutes ces réalités brutales, que ce soit pour le cinéma, pour la télévision, et qui, pour moi, entraînent un certain nombre de réflexions politiques sur ces questions de représentation ou en résonance avec des événements de l'actualité. Un autre film assez fortement attendu, c'est le film de Antoine Fuqua, réalisateur américain, plutôt de film d'action, et qui continue, peut-être ça pourrait être le 3e film de ma 5e catégorie, aux côtés de Django Unchained et Antebellum. Ce sera un thriller autour de l'esclavage avec Will Smith, et ça devrait sortir cette fois-ci en salle en 2022. Voilà. Merci beaucoup. Je ne sais pas si maintenant on peut prendre des questions. Je te laisse reprendre la main, Audrey. Oui, bonsoir à tous. Je fais irruption. Merci beaucoup Victor, c'était passionnant. Merci beaucoup pour ce gros boulot et puis de t'être proposé gentiment de nous sauver cette Unipop. Merci vraiment pour ce voyage à travers un sujet très vaste mais dans lequel tu nous as guidés de façon passionnante. Voilà, un grand merci à toi. Je pense qu'il est tard, j'ai pas de questions là qui se manifestent. Donc, de toute façon, rendez-vous au prochain Festival du film d'histoire qui reprendra le thème du 19e siècle en novembre 2021. Absolument. Et sur lequel vous aurez des conférences autour de la question de l'esclavage de meilleure qualité que celle-ci, surtout si vous souhaitez une approche historique de la question. Voilà, donc je vous donne rendez-vous à ce moment-là. Merci à tous d'avoir suivi cette Unipop. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine avec Bob Dylan. Pour un entretien avec Vincent Brunner, le monsieur rock français, journaliste, spécialiste du rock, de musique d'une façon générale, de pop culture, qui écrit dans les rock, Rolling Stone, Slate, etc. Voilà, je pense que ce sera aussi un beau moment. Et puis, on vous retrouvera ensuite au cinéma. Le 15 décembre, on rouvre enfin. Et puis, on aura une Unipop en vrai, en salle, en présentiel, le 17 décembre. Avec cette table ronde qui était annoncée autour des revues de cinéma, on vous donnera tous les détails. Merci beaucoup, Victor. Merci à tous et bonne soirée. Bonne soirée.